Très bien. Tout d'abord, moi, je tenais aussi à remercier Bernard Cherubini pour cette invitation à participer à ce colloque. Bernard Cherubini l'a rappelé, je fais partie des premières promotions diplômées du master santé publique, spécialité promotion de la santé et développement social. J'ai eu le plaisir et le bonheur de partager des cours passionnants sur l'anthropologie de la santé et puis d'autres thématiques également, mais je me rappelle très très bien de ces cours qui m'avaient passionnée à l'époque. Depuis donc ce master, j'ai cheminé, je suis allée travailler plusieurs années en région parisienne, ça a été évoqué, essentiellement en collectivité territoriale, en Seine-Saint-Denis particulièrement, à Aubervilliers et à Bondy. Je suis passée pour une courte période à l'INPES, ce qui était avant l'INPES, l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, qui a été phagocyté par Santé publique France. Puis, je suis allée jusque sur des terrains africains, notamment à Addis Abeba, dont le siège de la Commission de l'Union africaine se trouve à Addis Abeba, où j'ai pu exercer comme chef de projet sur les questions de femmes, droit et développement. Puis je suis revenue donc ici en région Nouvelle-Aquitaine et depuis donc j'ai fait un passage à l'université jusqu'à septembre dernier pendant 2 ans et puis là je suis de nouveau en collectivité pour retrouver mes amours de jeunesse qui étaient notamment le terrain donc ici à Bègles. Donc, je vais m'arrêter là pour cette présentation. Je vais peut-être laisser le soin à mon collègue Olivier Casabianca de se présenter. Olivier Casabianca qui travaille avec moi donc, au CCAS, donc au Centre communal d'action sociale. Voilà, donc Olivier, si tu veux. Oui, bonjour à tous et toutes. Donc voilà, je vais être plus rapide, beaucoup moins d'expérience que qu'Aïssatou. Moi, j'ai fait une licence de sciences économiques, un service civique à la ville de Bègles, et un service civil, pardon, à la ville de Bègles, et ensuite recruté au CCS en tant que médiateur logement, donc à l'accompagnement des personnes en difficulté de logement. Et après avoir obtenu le diplôme d'attaché territorial, je suis responsable du service action sociale, insertion, logement au sein du CCAS. Voilà, je travaille à la commune de Bègles depuis 25 ans. Voilà, le public sur lequel j'ai pu travailler, donc public en difficulté de logement, en difficulté d'hébergement, donc public SDF, marginaux, les gens du voyage aussi, parce qu'on a une aire d'accueil ouverte depuis 2003, les publics migrants qui sont en squat, voilà, et on a ouvert le premier espace temporaire d'insertion de la métropole bordelaise. Voilà, pour faire rapide, mais après on pourra développer certaines thématiques si vous le souhaitez. Donc voilà, Voilà. un peu moins de migration pour Olivier, mais un ancrage très très fort à Bègles, comme vous avez pu déjà le noter. Ce que je vous propose pour cette présentation, c'est déjà très rapidement de vous refaire une photographie sur l'organisation du CCAS et des services. Ça va être en lien direct avec la gestion de la crise. Dans cette gestion de la crise, on abordera l'organisation pendant cette période, les adaptations, les innovations qui ont dû se mettre en place. Et on vous fera une petite présentation sur comment la politique de la ville et notamment l'animation du contrat de ville pendant cette période a pu être assurée et avec qui. Et nous vous proposerons donc quelques éléments d'activité entre l'avant la crise, avant crise et après crise, donc par le service social du CCAS. Alors, le CCAS de la ville de Bègles, donc la ville de Bègles donc, a un centre communal d'action sociale dont le président est le maire de la ville. À côté de ce maire, il y a une vice-présidente qui est une élue, qui est en charge aussi donc, du suivi de ce CCAS. Et à partir de cette feuille de route politique, on a une déclinaison opérationnelle des activités, notamment via donc, une directrice du CCAS, qui est la directrice générale adjointe du pôle cohésion sociale, solidarité
territoriale. En l'occurrence, c'est Ninon Garneret qui est la directrice du CCAS et qui était présente lors de la gestion de la crise sanitaire. À ses côtés, il y a un certain nombre de services qui accompagnent l'opérationnalité de la feuille de route du CCAS. Ce sont notamment des agents administratifs et financiers, très importants pour la gestion de la crise notamment. Le responsable du service social, insertion au logement, notamment Olivier, en lien avec 11 agents. Moi-même, qui suis rattachée au CCAS, plutôt à la ville de Bègue, mais physiquement située au CCAS, depuis le mois d'octobre. Avant mon arrivée, le service cohésion sociale et territoriale était plutôt piloté directement par la directrice générale adjointe et la partie politique de la ville était assurée par une autre agente de la ville. Et enfin, nous avons un service personnes âgées très, très important, donc, puisque vous pouvez noter qu'il y a 37 agents dans ce service. Olivier. Alors, pour rentrer dans le cœur du sujet, donc, le fonctionnement du CCAS. Pour vous dire, le CCAS, au niveau de la réception des publics et de l'accompagnement, vous faire juste un petit topo. Sur le territoire, l'accompagnement social est partagé entre le service social de la ville, donc le CCAS, et le service social du département, la MDS. Le CCAS accueille et accompagne les personnes isolées ou familles ayant des enfants majeurs de plus de 21 ans. La MDS, donc Maison départementale des solidarités, accueille et accompagne les familles avec enfants jusqu'à 21 ans dans le cadre des mesures jeunes majeurs. Voilà, donc le CCAS, le fonctionnement traditionnel avant la crise, ouvert tous les jours, donc du lundi au vendredi, accueil physique, téléphonique, de réception de public. Dans le cadre de la crise, on a activé donc un plan de continuité hebdomadaire de l'accueil et de l'accompagnement inconditionnel, à savoir maintien de l'accueil téléphonique tous les jours, d'ouverture normaux, et de l'accueil physique deux demi-journées par semaine. Voilà, parce qu'on était dans ce qu'on appelle un mode dégradé où on avait organisé les équipes pour avoir deux agents d'accueil en présentiel, un travailleur social et après deux travailleurs sociaux et un cadre d'astreinte. Voilà, on était une équipe de 5 tous les jours à tourner sur le CCAS. Voilà, pour l'activation du plan de continuité. Donc, le CCAS est resté ouvert pendant toute la période de confinement. Voilà, et avec l'accueil physique pour les personnes qui étaient en demande sociale, d'urgence, en demande de récupération de courrier parce qu'on fait de la domiciliation dans le cadre de l'agrément de l'État. Voilà. Le service d'aide et d'accompagnement à domicile aussi, donc le service des personnes âgées est composé de 2 services. Le service d'aide et d'accompagnement, le SAD, et le bureau d'information senior, où se situent les travailleurs sociaux, les animateurs et les agents d'accueil. Voilà, donc ce service aussi a été maintenu sur la partie travailleurs sociaux et accueil. Voilà, où les 2 accueils du bureau d'information senior et du service social ont été fusionnés justement pour permettre d'avoir ce plan de continuité hebdomadaire. La réactivation du dispositif de veille et d'aide aux personnes vulnérables, alors là, c'est dans le cadre de la canicule, du plan canicule, issu malheureusement de la canicule de 2003. Donc, on tient un registre, tous les CCAS doivent tenir un registre des personnes vulnérables et pour lesquelles donc on prend contact pendant la période d'été, mais sur toutes les périodes de crise. En hiver aussi, donc ce n'est plus, on n'appelle plus ça un registre de canicule, on appelle ça le registre des personnes vulnérables, sur lequel on référencie les personnes qui sont isolées, celles qui ont au moins de la famille, et pour lesquelles, quand il n'y a pas de contact, on peut s'appuyer sur de la famille ou pas. On a travaillé donc sur garantir l'accès, apporter des réponses aux besoins de première nécessité. Donc, par rapport aux personnes âgées, on a créé de nouveaux services, on va vous les présenter après. Et on a développé un fonds d'entraide
par la collecte de dons auprès de particuliers. Alors là, c'était en soutien d'une association caritative qui distribue des colis alimentaires. Donc, ça a été une plateforme d'aide où la structure l'association a pu recueillir plus de 4 000 € de dons. Donc, il lui a permis d'acheter des produits de première nécessité. Et les partenariats avec les associations caritatives qu'on développera, particulièrement, c'est du soutien logistique. Aller au-devant des publics, les gens du voyage, parce que c'est vrai qu'il y a eu un repli du fait de la crise, les voyageurs qui sont sur l'aire d'accueil se sont recentrés sur eux-mêmes. Donc, on est allé au-devant pour leur donner l'ensemble des attestations pour pouvoir se déplacer, leur donner les éléments, leur donner des masques, leur donner toutes les informations nécessaires et répondre à toutes leurs questions, et surtout avoir un référent par aire d'accueil en cas de problème, pour faire intervenir les services sociaux spécialisés ou les services médicaux. Voilà. Et on est allé sur les squats, on en parlera un peu plus tard aussi, sur les squats pour donner de l'information en traduite, donc des attestations traduites dans la langue des occupants des squats, donc beaucoup de Bulgares, Roumains particulièrement, on a fait aussi en albanais, voilà, leur préconiser les gestes, leur donner des masques et vérifier que tout se passait bien sur les sites. Bon, les enfants de 0 à 3 ans, soutien à la parentalité, vulnérabilité, là, ça a été surtout le service petite enfance de la ville qui a été très, très mobilisé sur l'aide au mode d'accueil. Et le centre social aussi, parce que le pôle social regroupe 2 entités, le CCAS et le centre social, dont la directrice, dont Ninon Garneret est aussi directrice. Voilà, donc ça a été de garder le lien avec l'ensemble des familles et surtout les adolescents. Donc, comme je vous le disais, des nouveaux services. Donc, par exemple, ce que nous ne faisions pas avant la crise, le portage de repas pour les familles. Donc, on a eu des agents qu'on a sollicités pour aller faire ce portage de repas au domicile des personnes âgées, isolées, dépendantes et qui n'avaient pas de relais ni familiaux ni amicaux. Donc voilà, elles étaient inscrites sur un registre et tous les jours, on leur portait le repas. Et aussi, on a développé donc du transport accompagné aussi à l'aide aux courses et de la livraison, des modes de livraison avec du partenariat avec les enseignes locales. Voilà, l'instruction d'aide financière d'urgence. Alors, c'est vrai que les travailleurs sociaux pour le CCAS, on en avait 2 qui travaillaient en présentiel, les 3 autres qui n'étaient pas là assuraient quand même aussi une veille sur les dossiers qu'ils avaient traités en présentiel. Donc nous avons maintenu ce qu'on appelle la commission de secours ici, secours alimentaire. Donc tous les dossiers, toutes les familles qui étaient en demande financière, tous les dossiers ont pu être traités pour garantir le minimum vital pour ceux qui avaient perdu du jour au lendemain, par exemple, leur emploi. Le fonds d'entraide, donc, comme je vous le disais, c'était ce qu'on appelle le Kiss Kiss Bank Bank ici, donc près de 4 000 € récupérés pour le Secours populaire de Bègles, qui a été très actif. Ça a été l'association caritative qui a été la plus active sur le territoire, qui est allée au-devant des familles dans les squats, voilà, qui distribuait beaucoup. Donc, ça a été un gros apport, un gros soutien pour cette association. Et le partenariat avec les associations caritatives, donc ça a été la mise à disposition de locaux annexes pour le secours populaire aussi, parce que c'est vrai que avant le confinement, les locaux étaient très contraints et les gens pouvaient attendre à l'extérieur. Et dans le local, 4, 5, 6 personnes pouvaient se croiser. Donc là, ce n'était plus possible. Donc, la ville a mis à disposition les locaux annexes qui ont permis à la fois de gérer la file d'attente et la récupération des denrées préparées par les bénévoles. Et la mise en lien avec des bénévoles aussi pour l'autre grosse association du territoire que sont les restaurants du cœur, où il manquait de bénévoles. Voilà.
Active le son. Alors, comme a pu le présenter Olivier, peut-être juste pour confirmer que la gestion de la crise Covid à Bègles, ça a été essentiellement le CCAS en chef d'orchestre. Peut-être insister, et c'est peut-être la raison pour laquelle Olivier, qui était justement très en appui de ses équipes, puisqu'il a travaillé tout au long de cette crise, a permis comme ça de coordonner toutes les initiatives d'appui social des publics. Alors, pour ce qui concerne la politique de la ville, parce que comme je le présentais au départ, donc moi, ma mission actuelle, c'est la cohésion sociale, les solidarités et la politique de la ville. La cohésion sociale et solidarité, finalement, c'est un ensemble d'acteurs qui permettent de favoriser cette cohésion sociale. Seulement, moi, j'ai la particularité aujourd'hui de porter cette mission en lien avec les collègues et les partenaires, mais aussi de développer, d'innover dans les propositions qui sont faites. Et pour ce qui concerne la partie politique de la ville spécifique, je ne sais pas si tout le monde, en tout cas les participants aujourd'hui, sont au fait de ce qu'est la politique de la ville. Juste peut-être pour rappeler qu'à Bègles, cela se traduit très concrètement sur 2 quartiers prioritaires qui ont été identifiés selon des critères annoncés par l'État depuis 2015. Ce sont les quartiers d'Eterneuve et de Paty-Montmousseau-Dora. Nous avons un autre quartier que le quartier de veille de Maurice-Thorez. Pour rappel, la géographie prioritaire des quartiers politiques de la ville se fonde sur 2 critères. C'est essentiellement donc des critères de pauvreté et de concentration. Le critère de pauvreté, d'abord, c'est un seuil de revenu qui a été décidé à 11 900 € pour la métropole bordelaise. Et le deuxième critère, c'est qu'il fallait qu'il y ait au moins 1 000 habitants dans ce périmètre géographique. Pour la ville de Bègles, ce sont donc 6% de la population qui vivent dans ces quartiers prioritaires. Si c'est 6% des habitants qui vivent dans ces quartiers prioritaires, nous avons à Bègles, de manière générale, un taux de pauvreté qui est de l'ordre de 14% de la population. Donc 14%, c'est-à-dire avec moins de 1 060 € ou équivalent à 1 060 € par mois. Dans les quartiers prioritaires, nous sommes jusqu'à 36% de taux de pauvreté. À Bègles, la politique de la ville, durant la crise sanitaire, comme un certain nombre d'opérateurs, l'objectif était d'abord de parer aux urgences. Parer aux urgences, notamment sur les questions d'éducation, mais également sur les questions sociales et le lien à maintenir avec les publics qui pouvaient être éventuellement le plus en difficulté. Donc la partie personnes âgées, c'était plutôt géré directement par le service personnes âgées. Mais il y avait tout un écosystème local de propositions en lien avec les acteurs locaux, les associations, les services municipaux et l'État notamment, pour justement proposer une offre en direction de ces publics prioritaires politiques de la ville. Très concrètement, ça s'est traduit notamment par la récolte et la commande de distribution de tablettes numériques pendant cette crise, et il a été fait don d'ordinateurs, de tablettes, notamment au programme de réussite éducative qui accompagne les enfants les plus en difficulté scolaire. Cette action a été très en lien avec l'État. L'État a très fortement soutenu, et c'est l'État qui a, notamment la préfecture de Gironde, qui a fait don de ces ordinateurs et de ces tablettes. Par ailleurs, la crise sanitaire s'est traduite aussi par une augmentation de loyers impayés. Donc là, bien sûr, le service social a été mobilisé pour accompagner les habitants qui ont eu des retards de loyer. Et le service social a été très en lien avec les bailleurs sociaux qui sont sur le territoire. Donc, un effort conséquent a été consenti par ces bailleurs sociaux qui ont pu soit échelonner, soit trouver des modalités pour effacer la dette de certains habitants. Par ailleurs, je voulais insister sur le rôle central qu'a joué l'État
Là, je vous le partage notamment puisque j'ai eu des échanges avec notre référente de l'État qui est Fabienne Barbon, qui est en charge de la politique de la ville pour l'État, qui a mobilisé des fonds pour soutenir de manière assez forte le fonctionnement des associations, parce que comme vous devez le savoir, l'État en général ne finance que des projets. Alors que pendant la crise sanitaire, il y a eu une adaptation de ce contexte et l'État a consenti à financer le fonctionnement des associations pour justement, après la crise, permettre de reprendre les activités. Par ailleurs, nous avons un réseau associatif, un réseau d'acteurs du terrain très, très opérants et qui propose des activités diverses sur la question de la cohésion sociale et des solidarités. Durant la crise sanitaire, ils se sont réorganisés pour proposer des appuis aux services sociaux qui le souhaitaient afin de maintenir le lien avec les habitants qui étaient les plus en difficulté. Enfin, une innovation qui a été saluée et qui continue pour l'instant, notamment à travers des appels à projets qui ont été mis en place pour soutenir tous les enfants qui n'ont pas pu partir en vacances et qui pourtant ont souffert de la crise sanitaire. Il y a eu des appels à projets exceptionnels qui ont été mis en place, notamment par l'État. Les opérateurs de terrain ont pu répondre à ces appels à projets afin de proposer soit des colonies apprenantes pour justement résorber les difficultés scolaires des enfants pendant l'été 2020. Il a été proposé un certain nombre d'activités de solidarité et d'animation dans les quartiers à travers les appels à projets quartiers d'été ou quartiers solidaires ou été culturel, justement pour éviter cette fatigue générale qui avait été constatée pendant la crise sanitaire, ou en tout cas, ou du moins pour l'atténuer. Donc concrètement, la politique de la ville s'est focalisée sur les quartiers à partir de forces vives qui ont été très mobilisées. Et si on peut retenir pour les acteurs du terrain pour cette période qui les a fortement marqués, c'est les valeurs de solidarité qui sont revenues au devant de la scène, beaucoup plus que ce qu'on pouvait voir un petit peu avant la crise. Je souhaitais donc insister peut-être sur les effets après-crise. À la suite de la crise sanitaire, le CCAS de la ville de Bègles a commandité une étude auprès d'un cabinet qui s'appelle le cabinet Compa pour détecter les fragilités sociales qui ont été révélées par la crise sanitaire. Donc, ce sont des fragilités qui étaient déjà bien présentes, mais qui ont été révélées, voire exacerbées. L'idée derrière cela, c'était peut-être de cartographier, donc de manière très visuelle, quels étaient les territoires les plus touchés, quels étaient les publics qui étaient particulièrement touchés et quels avaient été les moyens qui ont été mobilisés pour répondre à ces nouvelles précarités. Alors, très rapidement, j'ai projeté donc une carte qui reprend le territoire de Bègles avec des iris, des îlots de regroupement d'informations statistiques qui permettent très concrètement de voir sur la carte quels sont les territoires les plus touchés. Cette étude a proposé 8 composantes qui allaient d'une fragilité 0 à une fragilité 8, et plus on montait donc dans le nombre de composantes de fragilité, plus on avait des territoires en rouge. Et donc, dessiné en noir, vous avez représenté les espaces géographiques où ces fragilités ont été le plus cumulées. Donc, ça concernait à la fois les budgets des ménages, l'impact sur l'emploi, des fragilités liées au numérique, des fragilités liées à la tranche d'âge, des fragilités liées à la composition familiale, des fragilités liées
aux questions de santé et enfin des fragilités liées à l'espace de vie. Vous le verrez là, par exemple, quand on prend les fragilités cumulées, l'espace qui concerne 8 composantes sur les 8, l'espace le plus concerné, c'est l'espace de Paty Montmousseau Dora, qui se trouve être l'un des quartiers politiques de la ville. C'est là où nous avons une concentration des fragilités. Le deuxième espace, les deux espaces qui justement confirment ce qu'on savait déjà dans les facteurs de fragilité, c'est l'espace notamment de Carl Vernet-Terre-Neuve au nord. Donc Carl Vernet, où c'est en blanc, c'est l'espace de Bordeaux, puisque la ville de Bègles a la particularité d'avoir un quartier politique de la ville intercommunale, donc Carl Vernet pour le Bordeaux, et nous, les Terre-Neuve. Donc en orange, vous avez le quartier des Terre-Neuve, qui est un quartier prioritaire chez nous. Et enfin, c'est le territoire de Argous, qui est le quartier pour lequel nous avons une veille particulière parce que nous avons des fragilités très importantes. Donc, on retrouve bien là des fragilités qui ont été juste confirmées par la crise sanitaire. Olivier, je te laisse reprendre. Oui, juste pour reprendre un élément, c'est vrai que pendant la crise, au niveau de la structuration de l'activité, on s'est vraiment centré sur assurer les urgences. Voilà, véritablement. Hein. Donc, pouvoir répondre à toutes les urgences qui pouvaient se présenter. Donc là, on a fait un petit comparatif sur les 3 dernières années, hein, l'avant Covid, pendant Covid et puis pendant après. Ce qu'on a pu observer, c'est une forte augmentation des sollicitations. Alors, ce sont des rendez-vous physiques. Voilà, l'année 2020, elle est un petit peu biaisée. Elle est biaisée de par le fait que le nombre de jours d'ouverture du CCAS a été très réduit. Voilà, on a maintenu une organisation réduite aussi sur une partie de l'année 2021 et pourtant on a eu là les effets de la crise avec une sollicitation beaucoup plus forte donc des demandes et particulièrement du public senior. Voilà, avec des sorties d'hospitalisation d'urgence, avec des situations d'isolement, avec la mise en place de plans d'aide à activer très rapidement, donc une très très forte sollicitation auprès des travailleurs sociaux. Et vous pouvez voir au niveau de la domiciliation, alors c'est un élément aussi, c'est un chiffre qui baisse parce que quelques jours avant le confinement, la ville de Bègles avait un des plus gros squats de la métropole bordelaise, donc avec près de 300 personnes. Et le squat a été évacué. Il a été évacué le 25 février. Donc les familles se sont après, certaines ont pu être relogées dans le cadre d'un travail partenarial que nous menons avec les services de l'État, mais beaucoup de familles après se sont redéployées, particulièrement sur Bordeaux. Donc voilà pourquoi vous voyez une chute de 305 à 224 domiciliés au niveau du service social et du CCS, et 219, c'est parce que c'est ce squat qui a été évacué. Sinon, l'activité squat est toujours très très importante. Mais voilà, il y a cette baisse donc au niveau des domiciliations, mais cette forte augmentation au niveau du public senior. Au niveau du logement, alors ce sont des données de 2021. L'année 2020, toujours pareil, ça a été une année qui a été tronquée avec peu d'attributions de logements, des personnes qui devaient partir, qui devaient quitter leur logement. Les états des lieux n'ont pas été faits parce que il y avait le confinement. Donc voilà, donc on vous a montré un petit peu, on a voulu vous montrer la dynamique au niveau du service, particulièrement des demandes enregistrées. Alors on est sur des demandes enregistrées au service logement. On n'est pas sur le nombre de demandeurs de logement enregistrés sur le serveur national. Voilà, c'est une donnée vraiment CCAS. Donc voilà, on est à 803 demandes. On en avait 908 en 2020, mais avec des dossiers qui n'avaient pas été renouvelés. Donc voilà, parce qu'on était sur une année 2019 à plus de 1300 demandes. Donc voilà, un petit peu une chute, mais avec quand même 803 demandes enregistrées donc au niveau du service et 80 relogements, donc 10% de relogements dans l'année, sachant que ces relogements sont liés pour partie à des remises au niveau du service logement,
donc en tant que la ville étant réservataire de logements, et 31 relogements particulièrement, mais là sur des situations d'urgence, de rupture, des violences intrafamiliales, des situations des cohabitations, des hébergements qui deviennent compliqués. Donc voilà, sur particulièrement des situations qui relèvent de ce qu'on appelle le contingent prioritaire. Et aussi une montée en charge donc des dispositifs d'aide. Au niveau de Bordeaux Métropole, il y a le dispositif du chèque eau, donc c'est une réserve qui est donnée au CCAS. Donc voilà, c'est pas sur le budget propre du CCAS, c'est donc l'eau de Bordeaux Métropole qui alloue à chaque commune une enveloppe et sur laquelle donc les travailleurs sociaux peuvent solliciter, surtout sur de la prévention, parce qu'on est sur l'économie d'eau, donc voilà, sensibilisation à l'économie d'eau. Donc on n'est pas sur des aides qui concernent l'assainissement, par exemple. On est vraiment que sur de la consommation d'eau. Donc avec une montée donc depuis plusieurs années des dossiers. Donc on est sur à peu près un montant moyen de 150 euros, mais voilà, entre 2020 et 2021, donc une forte sollicitation, et même depuis 2020, voilà, où là, et qui se confirme actuellement, où avec l'augmentation des frais d'essence, des coûts d'électricité, donc on essaye de travailler au maximum le soutien au budget des familles, et particulièrement par ce dispositif. Donc il s'adresse aux locataires, à tous les locataires, qu'ils soient du parc privé ou du parc social, du moment, pour le parc social, qu'il y ait une convention entre l'Hôte Bordeaux Métropole et le bailleur. Et l'évolution des aides est préaccordée au titre du FSL. Donc ça, c'est le FSL, le Fonds de solidarité au logement. Donc les communes abondent à un certain montant, donc le FSL, pour permettre aux habitants de la commune de bénéficier des aides. Donc on a une explosion de la demande en 2021 parce qu'on a eu particulièrement une problématique de régularisation de charges sur 2 résidences qui concernaient près de 80 locataires. Donc, on a engagé fin 2020 un travail partenarial avec le bailleur, le FSL et les 2 services sociaux donc, du territoire. Un travail régulier, des réunions par trimestre, pour traiter l'ensemble des locataires qui étaient dans une démarche d'apurement de leur situation. Voilà. Les personnes âgées, donc, comme je vous le disais, c'est vraiment, on est tant sur les personnes âgées que sur le service social. Le maintien du lien social, de l'urgence et la prévention de la perte d'autonomie. Donc, l'accueil du bureau d'information senior, 470 contacts mensuels. Le foyer restaurant, les foyers restaurants, alors on en avait un avant le confinement qui a dû bien sûr fermer, donc qui a réouvert en septembre 2021 suite vraiment aux phases d'assouplissement des différents déconfinements, on va dire. Donc réorganisation et réouverture. Donc toutes les familles, toutes les personnes sont. Alors, l'inscription est gérée par le bureau d'information senior. Les personnes peuvent s'inscrire, couples ou personnes isolées. Donc, c'est un moment de lien social, voilà, où on peut échanger. Le personnel est présent, les animateurs du bureau d'information senior sont présents, voilà, pour le rendre le plus convivial possible. Le repas est fourni par la cuisine centrale. Donc, après, les familles payent au regard de leur quotient familial, tout simplement. Voilà, donc ça a été une première phase aussi, et avec les autres activités du bureau d'information senior, tout ce qui est animation, voilà, donc qui ne pouvait être déployé avant septembre. Et aussi, revient juste la pérennisation quand même du service de portage de repas, parce que c'est vrai que ça a été un service qui a été ouvert, une nouveauté pendant le confinement, mais qui a été maintenu. Et les colis de Noël, bon, ça existait avant le confinement et ça a été maintenu. Voilà, il faudrait passer à la conclusion. On va passer rapidement à la conclusion. C'était juste peut-être pour indiquer dans les leçons tirées de cette crise sanitaire, ce sont
aussi l'attention à certains publics prioritaires. Pour la ville de Bègue sont notamment bien sûr les personnes âgées qui ont énormément souffert et pour lesquelles on a développé un certain nombre d'activités, notamment le portage repas qui n'existait pas à la ville de Bègue, qui a été pérennisé, mais c'est aussi une attention particulière à des populations qui sont sur le fil, c'est toutes les populations invisibles qui sont juste au-dessus du seuil de pauvreté, mais qui sont pourtant encore en dessous du SMIC, qui est autour de 1 300 €. Donc, il y a toute cette frange de population qui a basculé pendant la crise sanitaire auprès des services sociaux et qui ont sollicité davantage d'aide. Donc, une attention particulière est proposée aujourd'hui auprès de ces publics donc dits invisibles. Et enfin, donc, le public en squat, peut-être Olivier, et on va finir par là. Et rapidement, voilà, l'aller vers les familles qui étaient en squat. Donc, le premier espace temporaire d'insertion. Donc, on travaille dans le cadre de la résorption des squats et bidonvilles, la circulaire de 2018, donc avec les services de l'État, Bordeaux Métropole et d'autres acteurs, le département particulièrement. Donc voilà, donc on a décidé là, l'originalité de ce programme, de ce projet, c'est que c'est un site qui était occupé. Donc, site occupé, mais qui était occupé sur une petite partie de parcelle. Donc, on a décidé de faire l'espace temporaire d'insertion, c'est-à-dire viabiliser le terrain, installer des mobil-homes pour toutes les familles occupant le squat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'expulsion. On a relogé sans expulser. Voilà, donc c'est un peu la particularité de ce projet. Et donc, les familles sont accompagnées par un opérateur. Hein. Voilà, il y a une trentaine de personnes qui a pu accéder à cet espace temporaire d'insertion. Pourquoi temporaire? Parce que c'est un terrain qui est mis à disposition temporairement. On a jusqu'à 2023, permettant donc aux familles qui sont déjà inscrites dans un parcours d'insertion sociale et professionnelle d'accéder après au logement social. Voilà, donc le site est temporaire et l'hébergement reste aussi temporaire parce qu'il y a des conventions de signer avec l'opérateur, donc de 6 mois renouvelables 2 fois, donc jusqu'à 18 mois. Voilà. Et juste pour parler, parce qu'on n'en a pas parlé, le CCAS étant resté ouvert pendant la période de crise, il est apparu quand même aussi une accroche de public qui était en difficulté psychologique, hein, donc soit qui venait ici, qui restait une bonne partie de la journée, qui nous sollicitait, sursollicitait en 2020, en 2021 aussi. Voilà, il y a eu des situations d'agressivité, ce qui a amené à un travail en interne et aussi avec un focus group de personnes accueillies, donc sur la création, l'élaboration et la rédaction d'une charte d'accueil, voilà, avec les engagements des usagers et les engagements du personnel, voilà, des séances, la mise en place de séances de supervision, d'analyse des pratiques, donc depuis fin 2020, et la formation PSSM, donc premier secours en santé mentale, qui a eu lieu en 2021.